Nous étudierons aujourd'hui comment déployer sa politique de rémunération pour qu'elle soit motivante. Donc nous aborderons ce thème en plusieurs points essentiels. Le premier, nous évoquerons les différents modes de rétribution et leurs composantes. Puis nous évoquerons les éléments de rémunération qui peuvent être collectifs ou individuels. Nous traiterons par la suite quand mettre en place ces différents modes de rémunération et quels sont leurs objectifs. Et nous conclurons sur des conseils et des observations pratiques. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, nous accueillons Michel Fourmy, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dirigeant d'un cabinet spécialisé en management du capital humain et en création de valeur. Oui, tout à fait. Et donc à ce titre, vous accompagnez de nombreux chefs d'entreprise, mais également de DRH, oui. Dans des projets de ressources humaines, mais également de stratégie d'entreprise. Oui, tout à fait. Donc pour entrer dans le vif du sujet, première question, quels sont justement les différents modes de rémunération ou de rétribution pour un salarié ? Alors vous avez raison effectivement d'utiliser ces deux mots rémunération, rétribution. Aujourd'hui on parle plus de rétribution que de rémunération parce que la notion de rétribution a l'avantage d'englober plus de choses que simplement la rémunération qui est souvent entendue salariale. Donc effectivement il y a trois types de rétribution. Oui. Il y a ce qu'on appelle le monétaire immédiat, c'est le salaire que je touche à la fin du mois, les services que je peux avoir tout de suite de la part de l'entreprise. Il y a le monétaire différé, je pense qu'on pourra en rentrer dans le détail tout à l'heure. Et puis il y a tout ce qui touche la gestion des ressources humaines, donc ce qui va permettre à l'individu de se développer et de s'épanouir dans l'entreprise. Donc effectivement, trois modes. Le premier, vous évoquez le monétaire effectivement immédiat. Oui. Donc quelles sont un peu les composantes de... Alors dans le monétaire immédiat, en fait, vous avez le salaire fixe, donc ce que chacun d'entre nous touche à l'issue de son mois de travail, avec derrière tout ce qui va être augmentation de salaire individuel ou augmentation collective. La deuxième partie que vous avez, c'est vous avez parfois des périphériques de rémunération, ce qu'on appelle des périphériques de rémunération. Ça peut être l'ordinateur, le téléphone portable, la voiture pour certains. Et puis il y a un quatrième élément dans la rémunération immédiate qui sont les services à la personne que l'entreprise peut proposer. Il arrive que des entreprises proposent des services de conciergerie, des aides à la crèche, voire encore plus de choses lorsque l'entreprise a un nombre important de salariés. D'accord, donc vous avez évoqué effectivement à un moment donné une notion d'individuel collectif. Oui. Donc parmi ces modes, ces composants de rémunération monétaire immédiat, quels sont ceux qui sont appliqués individuels et ceux qui sont appelés collectifs? Est-ce qu'il y en a qui peuvent effectivement être utilisés pour les deux cas? Je pense notamment à la rémunération variable. Alors, la rémunération variable, effectivement, elle vient en complément de la rémunération fixe, bien évidemment, et dans le monétaire immédiat. Alors, la rémunération variable, elle est la plupart du temps individuelle. S'il doit y avoir une part collective de rémunération variable, on ne l'appelle pas rémunération variable, ça devient du monétaire différé, c'est-à-dire participation et intéressement. Donc le salaire variable, la partie monétaire immédiate variable, c'est le plus souvent de l'individuel dans les entreprises. Essentiellement de l'individuel. Essentiellement de l'individuel, parce qu'en fait c'est la rémunération de la performance d'une personne dans son activité. Donc c'est à 99% du temps un système individuel. Alors je reviens sur la part variable de la rémunération. Donc vous dites effectivement elle est essentiellement individuelle, mais quels sont un peu ces principes de calcul ou les critères pour bien la déterminer? Enfin, la définir surtout. La définir et la déterminer. Alors, on a la rémunération variable rémunère une performance, l'atteinte d'objectifs. Donc, en fait, on a en général deux types d'objectifs qui peuvent exister. On peut avoir des objectifs quantitatifs. Donc, c'est le cas d'équipes commerciales, c'est le cas de personnes qui travaillent dans des fonctions où les objectifs quantitatifs sont relativement faciles à identifier. Et puis, il y a des objectifs dits qualitatifs qui peuvent être des objectifs dits de développement de compétences pour lesquels on va avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont être prédéterminés. Et là, il y a un lien direct avec le système d'évaluation de la performance et des compétences dans l'entreprise.
On mesure l'atteinte des objectifs et lorsqu'il c'est le cas, on peut attribuer une part variable de rémunération aux salariés en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Voilà. Donc effectivement, il y a un travail en amont sur les objectifs. Complètement. Et sur le calcul, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de ne pas non plus se tromper rapidement tout à fait. Sur ces modes-là. Il y a le calcul et puis il y a les critères, c'est-à-dire effectivement quels sont les indicateurs que l'on retient pour mesurer l'atteinte des objectifs. Mais vaut-il mieux rester simple? L'idée, c'est de pas de construire une usine à gaz. Il faut être simple. Il faut rester simple. Mon conseil est véritablement que il faut surtout que les indicateurs soient les indicateurs de résultats dont le salarié est directement responsable. Voilà. Et il faut que ces indicateurs soient les plus simples possibles et directement reliés à son activité. D'accord. J'en viens maintenant au mode de rémunération, je dirais, monétaire différé. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il se compose? Alors donc le monétaire différé se compose il y a deux grands monétaires différés. Il y a ce qui touche la protection sociale. Donc on va avoir la complémentaire santé ou la retraite. Ça veut dire finalement, c'est pas de l'argent que je touche directement, mais c'est soit une cotisation complémentaire à la complémentaire santé que l'entreprise m'offre en quelque sorte. Donc je paye l'entreprise paye tout ou partie de la complémentaire santé. Et puis ça peut être une participation pour mettre de l'argent de côté pour ma retraite. Donc ça, c'est une première partie du monétaire différé, ce qu'on appelle monétaire différé. La deuxième partie, c'est la participation et l'intéressement aux résultats de l'entreprise. Donc là, ça dépend, en fait, c'est directement lié à l'activité de l'entreprise, aux objectifs de développement que le dirigeant fixe globalement, et pour le coup, participation et intéressement sont un système monétaire différé, collectif et uniquement collectif. Donc dans ces cas-là, effectivement, on est surtout sur du collectif. Oui. Également sur que ce soit la mutuelle, tout à fait. La retraite. Tout à fait. On ne peut pas mettre en place une complémentaire mutuelle pour une partie simplement de l'entreprise. Ça n'est pas possible. Hein. Tous les salariés, cadres et non cadres d'ailleurs, ont accès à ces complémentaires de santé ou ces cotisations à retraite complémentaire. Ce qui fait que ça ne peut pas être discriminant non plus. Ça ne doit pas être discriminant, tout à fait. Les partenaires, d'ailleurs, sont des éléments qui se discutent avec les partenaires sociaux, qui bien évidemment sont vigilants à ce que cette rémunération différée soit bien partagée par tous les salariés. Alors, justement, quand mettre en place ces différents modes de rétribution, que ce soit monétaire immédiat ou différé, y a-t-il d'abord une obligation dans certains cas, ou alors est-ce au moment de l'embauche ou au cours du contrat de travail du salarié? Alors il y a plusieurs choses dans votre question. Déjà, quand quelqu'un est recruté dans une entreprise, il existe déjà ou pas des systèmes de rémunération monétaire immédiate ou monétaire différée. Donc à partir du moment où je suis recruté, si mon poste est concerné par cela, avec par exemple une prime variable, une rémunération variable, j'ai automatiquement accès à cette rémunération variable complémentaire. Et bien évidemment, s'il existe un monétaire différé de type participation ou intéressement, évidemment, à partir du moment où je rentre dans l'entreprise, j'y ai accès. Deuxième partie de votre question, c'est est-ce que toutes les fonctions sont concernées ou pas par le variable, par exemple. Alors aujourd'hui, la rémunération variable touche de plus en plus de fonctions. Avant, c'était les équipes commerciales, c'était dans les usines, des gens qui étaient directement liés à la productivité de l'usine et à la production de l'usine, ou ça pouvait être des fonctions comme les achats. On se rend compte dans les entreprises aujourd'hui que le système de rémunération variable individuelle rentre de plus en plus. Donc on va avoir des gens qui travaillent dans la direction financière, qui vont peut-être aussi avoir des objectifs et une part de rémunération variable. On le retrouve aussi dans certaines directions des ressources humaines. En fait, c'est une vraie décision de chef d'entreprise et de directeur des ressources humaines que de décider de mettre en place un système de variables dans une fonction. Ce qui est important, bien évidemment, c'est que la rémunération monétaire immédiate, salaire et variable s'il existe, il faut que ce soit cohérent par rapport au marché du travail. Ne pas proposer un complémentaire de rémunération variable à une fonction qui, sur le marché du travail, a un complémentaire variable, eh bien, c'est être à côté du marché. Donc, il faut se mettre en phase avec le marché. Oui, il y a une notion de marché. Voilà.
Et alors sur les parties, pour continuer sur la partie collective, en fait, un monétaire différé collectif, donc il y a des seuils de nombre de salariés qui font qu'on est obligé ou pas de mettre en place des systèmes de participation ou d'intéressement. Maintenant, même sans atteindre ces seuils, il y a des dirigeants qui décident de les mettre en place parce que participation et intéressement sont des vrais leviers de la motivation et de l'engagement des salariés. C'est-à-dire que je suis directement concerné par les résultats de l'entreprise et on sait aujourd'hui que dans des entreprises de 50 ou de 100 personnes, par exemple, ça peut être extrêmement motivant de se sentir engagé et donc responsabilisé dans les résultats et les bénéfices de l'entreprise. Donc vous venez d'évoquer quand mettre en place ces différents modes de rétribution, mais finalement ont-elles toutes le même objectif? Y a-t-il certains modes de rétribution qui vont plutôt attirer le collaborateur lors du recrutement et d'autres qui sont là plutôt pour le motiver? Déjà, il y a le marché du travail. Donc, pour attirer les meilleurs, il faut que je propose une rémunération, une rétribution globale, c'est-à-dire monétaire immédiat, différé et une gestion des ressources humaines, on en reparlera peut-être, qui soit globalement attirante. Donc déjà, il faut que je sois cohérent avec le marché du travail pour attirer les meilleurs salariés dans mon entreprise. Ensuite, il faut que les objectifs qui sont fixés, les indicateurs qu'on va déterminer, il faut qu'ils soient non pas facilement atteignables, comme on dit, mais qu'ils soient accessibles. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse faire un effort, il faut que je fasse un effort pour les atteindre, mais en même temps, il faut que ce soit atteignable, accessible pour moi et pour le collectif. Donc c'est un travail qui est assez difficile et délicat pour un dirigeant ou un directeur de ressources humaines ou un patron de fonction que de bien choisir ses objectifs et ses indicateurs. C'est un vrai travail de management et quand ils sont bien fixés, on a vraiment un levier d'engagement des salariés qui est extrêmement intéressant et sur lequel l'entreprise aura des retours sur investissement importants. Donc là aussi, le dirigeant ou le DRH peut se référer à ce que se pratique sur le marché. Complètement. Les concurrents. Il faut aller voir ce qui se passe sur le marché, il faut être au courant de ce qui se passe chez nos concurrents pour soit être en phase au minimum, soit peut-être aussi, au contraire, avoir un pas d'avance et proposer mieux que nos concurrents pour recruter les meilleurs. Alors, vous évoquiez un troisième mode de rétribution qui est la gestion des ressources humaines. Oui. Alors, en quoi elle intervient dans la motivation et surtout en tant qu'élément de rémunération? Alors, dans la partie rétribution de la gestion des ressources humaines, en fait, on va retrouver la formation. Est-ce que l'entreprise me donne des programmes, me donne accès à des programmes de formation, de professionnalisation qui me permettent de développer de nouvelles compétences? Est-ce que l'entreprise me donne accès à des métiers que je ne connais pas et que j'apprends à connaître? Et donc là, on est sur des logiques de parcours professionnel. Est-ce que l'entreprise m'aide à me construire un parcours professionnel? Ensuite aussi, est-ce que l'entreprise me donne accès à des fonctions supérieures en matière de responsabilité? Est-ce que j'ai accès à des postes d'encadrement? Ou est-ce que j'ai accès, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui dans les entreprises, à des postes de management de projet? C'est-à-dire qu'on me confie la direction, non pas hiérarchique d'une équipe, mais la direction d'un projet transverse dans l'entreprise. Voilà, tous ces éléments qui ne sont pas de la rémunération directe contribuent à développer l'employabilité du salarié. Et donc, la partie gestion des ressources humaines de la rétribution, c'est comment l'entreprise m'aide, moi, en tant qu'individu, à développer mon employabilité dans l'entreprise ou bien mon employabilité à l'extérieur de l'entreprise, parce que il faut être clairvoyant, on n'est pas censé rester toute sa vie aujourd'hui dans la même entreprise. Même poste, exact, au même poste et dans la même entreprise. Voilà, tout à fait. Pour conclure, en ces périodes un peu de crise où les entreprises ont peut-être un peu moins de marge de manœuvre sur la gestion de leurs ressources humaines et sur leur politique de rémunération ou de rétribution, qu'est-ce qui se pratique actuellement et quels sont vos conseils ou observations à ce sujet? Alors c'est vrai que les entreprises sont sous tension. Les résultats sont... Alors on a des écarts très, très importants. Il y a des entreprises qui font toujours de très bons bénéfices, qui ont des croissances à 2 chiffres comme on dit, et puis il y en a d'autres qui sont dans des situations plus compliquées. Je crois que le premier conseil que je donnerais, quel qu'il soit, pour mettre en place une politique de rétribution efficace, c'est la communication.
Donc, les dirigeants, les DRH doivent expliquer la politique de rétribution et qu'elle soit évolutive dans un sens positif, c'est-à-dire j'augmente la rétribution globale de mes salariés, ou au contraire, je ne peux pas, j'ai des contraintes économiques qui font que je ne peux pas offrir des augmentations de salaire à tout le monde, voire à personne, eh bien je dois les expliquer, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les salariés aient le sentiment qu'il y a une équité dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont traités différemment que d'autres, parce que sinon on n'est plus dans une approche collective, d'une politique de rétribution, d'une politique sociale, mais on est sur des approches plus individualistes, et ça, ce ne sera pas bon pour le climat social et pour l'engagement des salariés. Et puis enfin, si il existe des systèmes comme le monétaire différé avec de la participation ou de l'intéressement, bien il faut être vigilant dans, comme on le disait tout à l'heure, dans le choix des objectifs pour qu'ils soient accessibles aux salariés. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on fasse des efforts. Bien évidemment, il faut qu'on travaille encore peut-être mieux, peut-être différemment. Mais en même temps, si j'ai des objectifs, il faut qu'ils soient accessibles pour que j'ai le sentiment que véritablement on est tous embarqués dans la même direction, sur le même bateau. Voilà, donc il y a vraiment une logique d'entreprise, mais également de pouvoir d'achat aussi à tenir compte. Et oui, bien sûr, de pouvoir d'achat. Mais si je ne peux pas maintenir le pouvoir d'achat de mes salariés parce que pour une raison X, je vais avoir des résultats économiques qui ne me permettent pas de distribuer une année, voire 2 années de suite. J'ai accompagné des dirigeants qui ont limité les augmentations de salaire de manière significative pendant 2 ans. On a travaillé sur la communication, non pas pour enfumer les choses et la réalité, mais au contraire, dire les choses comme elles sont dans l'entreprise. Et le jour où l'entreprise ira mieux, eh bien, on aura toujours la même politique de rétribution, mais cette fois-ci, qui produira une augmentation du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, vous ne constatez pas plutôt des modes de rétribution qui vont vers la performance individuelle, donc beaucoup plus de variables, avec une diminution de fixes, ou globalement, le marché fait en sorte que c'est assez équilibré? Alors, non, on n'a pas le droit de diminuer les fixes. En France, c'est pas possible. Et justement, je crois qu'il y a une prise de conscience et donc une vigilance aujourd'hui pour limiter l'impact des augmentations individuelles ou des systèmes de rémunération sur résultats variables individuels. Donc ça existe toujours, bien évidemment, mais l'extension n'est pas si importante que ça. Michel Fourmier, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous, avec plaisir.